Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je vais aller quitter le monde. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation qui essaye de t'aider dans le choix de tes études. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial, ça n'est pas comme d'habitude. En effet, en ce mois de décembre, période de fête pour certains, de rassemblement pour d'autres, ou encore de repos bien mérité, c'est aussi une période où la générosité est mise en avant et encouragée, car les plus précaires sont les plus touchés. Étudiants, sans-abri, personnes isolées, de plus en plus de personnes sont démunies. Alors tout au long de ce mois, je voulais mettre en avant des jeunes qui aident. Du coup, aujourd'hui ce sera pas une présentation d'études, mais bien une présentation d'Asso avec ses objectifs, les différentes missions proposées, mais surtout le quotidien d'une étudiante engagée. Et aujourd'hui, on parle de Copain, association d'aide pour les étudiants, et aujourd'hui, on part au forum des associations. Alors c'est l'association Véli-Vélo Limoges. Alors on s'appelle le LEC, Limoges Étudiants Club, Échiquier Limousin. Avec une bonne fréquentation dès l'ouverture, le forum des associations permet à près de 300 structures de profiter d'une visibilité et d'un contact direct avec la population. Une petite association vous intéresserait pas, non ? Sur le campus de la fac de lettres, la solidarité étudiante joue à plein. Tous les mardis, distribution des colis alimentaires. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Vous ne l'entendez pas depuis tout à l'heure, mais pour m'accompagner durant cette émission, je suis avec Olivia Bay, responsable logistique chez l'association Copain. Tout à fait, bonjour. Salut Olivia, ça va ? Ça va très bien. Bon, on a eu un peu de mal à commencer cet enregistrement, puisque à cause de cartes SD techniques, on peut le dire, mais c'est les aléas du direct. Bon, ça va ? T'es prête quand même ? Tout à fait prête. J'adore parler de cette association. Donc, Ah bah trop bien. Écoute, c'est partagé en tout cas. Alors dans cette émission, vous l'avez compris, on va vous parler de Copain, mais surtout le quotidien d'être bénévole au sein de cette association. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, après avoir dit tout ça, on va pouvoir attaquer vraiment. Déjà, est-ce que tu veux te présenter un peu et qu'est-ce que c'est Copain et qu'est-ce que vous y faites exactement ? Du coup, je m'appelle Olivia, je viens d'avoir 23 ans et depuis un peu plus de 2 ans, je fais partie de l'association Copain Solidarité étudiante pour le nom complet, qui distribue principalement des paniers alimentaires aux étudiants dans le besoin, et on a diversifié notre activité en proposant désormais aussi des distributions non alimentaires, c'est-à-dire vêtements, fournitures scolaires, petit mobilier. On a tout un coin accompagnement qui fait du suivi, de l'aide à l'accès aux droits et aussi de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de la professionnalisation. Et après, on a les pôles classiques qui aident à faire fonctionner une association. Ok. Mais c'est déjà beaucoup comme il y a plein de trucs différents alors que de base c'était vraiment de l'alimentaire. C'est ça. De base on distribuait, enfin le côté accompagnement il est arrivé très vite parce que on était à une période, du coup l'association a été créée pendant le Covid en septembre 2020. Donc le côté suivi, mal-être des étudiants, il s'est très vite fait ressentir, donc on a vite ressenti le besoin d'apporter une aide sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'à la base on distribue des paniers alimentaires et d'hygiène aussi. OK. En fait, au fur et à mesure, l'association a grandi et vous êtes aperçu que les étudiants avaient encore plus de besoins. En fait, l'autre aspect de cette association, c'est de porter le sujet de la précarité étudiante auprès des plus hautes instances. Et pour cela, on s'est dit dès le début que le mieux, c'était de faire des études pour être crédible dans ce qu'on présentait, pour avoir une voix. Et du coup, on a fait plusieurs études sur plusieurs champs, surtout pour étudier qui étaient nos bénéficiaires. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est principalement des femmes, principalement des étudiants qui viennent de l'étranger, mais pas que, principalement des gens qui ne bénéficient pas de bourse. Et ça nous permet d'en déduire un petit peu quelles sont les aides qu'il faudrait accompagner et prévenir, et en tout cas alerter le gouvernement sur ça. Ok. Comment vous faites justement ces sondages ou ces enquêtes ? C'est un
un institut extérieur ou c'est vous-même qui allez sur le terrain et Pas qui du voyez ça? tout. C'est nous, le pôle études crée un questionnaire, soit très général, soit en ce moment ils vont sortir une enquête qui est plus flash et qui est plus centrée, il me semble, sur le logement ou en tout cas sur des choses comme ça. Et du coup, les bénévoles font passer l'étude et après ils analysent eux-mêmes leurs résultats. Ok. T'as pas précisé, mais moi, dans ce que j'ai lu de la présentation de Copain, c'est qu'elle est apartisane. Est-ce que tu veux expliquer ce que ça veut dire? Tout à fait. C'est-à-dire que justement, comme on veut être une association qui parle à tous les pouvoirs politiques qui peuvent améliorer la précarité étudiante et qui veulent travailler avec tous ceux qui veulent apporter une aide. Donc, on veut pas se mettre de barrières. Et d'ailleurs, au sein aussi de nos rangs, on a des gens qui viennent de tout univers politique confondu et c'est pas un sujet en tout cas. Et on travaille avec, on a fait venir beaucoup de candidats pendant les périodes électorales de tous les bords politiques possibles. Enfin, ceux qui s'intéressent à la précarité étudiante, voilà. J'en dirai pas plus. Mais oui, l'objectif, ça c'est sûr, c'est de mettre de barrières à rien, ni à notre activité, ni aux gens qui peuvent nous aider. D'accord. Du coup, quand on est apartisan, on est financé par qui? Nos financements, nous, de base, on dépend de Paris 1. De l'université Panthéon-Sorbonne. Donc nos premiers investissements, ils viennent de là. Après, on a pas mal de dons privés. D'ailleurs, si vous souhaitez en faire, n'hésitez pas sur le site de Copain. Ensuite, on a donc la Fondation Paris 1 aussi qui nous aide beaucoup. La mairie de Paris qui nous aide énormément pour le coup. Et après, plein d'associations privées. On répond à des concours et tout. Pour te citer un, parce que c'est moi qui m'en suis occupée. On avait participé à un concours avec Weight Watchers et on a gagné, il me semble, à peu près $10,000. Parce que c'est une entreprise américaine. Okay. Donc en euros, ça faisait un peu plus. Mais et du coup, voilà, c'est des dons comme ça. Et puis. Et ce concours, en fait, c'était élire la meilleure asso, c'était un peu ça. Meilleure asso. C'était parmi leurs membres parce qu'ils ont une sorte de communauté. Okay. Ils présentaient chacun des projets et les membres votaient pour le meilleur projet. Okay, mais il y a un peu de tout. Par exemple, là en ce moment, vraiment le truc qui est sorti aujourd'hui, il y a un restaurant de ramen qui va donner tous les fonds du ramen qu'ils ont créé pour nous et qu'ils vont vendre ce mois-ci. Ok, donc trop bien. On a plein de sources de financement. Après, il y en a jamais assez, mais on en a de plus en plus, en tout cas, grâce à la médiatisation notamment. Toi, t'as tout de suite été là lors de la création de l'asso, donc en 2020 au premier confinement. Comment est née l'idée et comment tu t'es fait embarquer là-dedans, alors, sachant que si j'ai bien compris, t'avais peut-être un peu touché à l'asso, mais c'était pas non plus très engagé. Non. Alors, comment l'idée a été créée? C'est 6 jeunes étudiants qui ont vu leurs copains galérer à ce moment-là et qui se sont dit qu'on pouvait pas laisser les choses comme ça. Et c'est vrai que le moment du confinement a été propice parce que c'était les cours en distanciel, parce que on n'avait aucune vie sociale et que on avait juste envie de sortir et c'était un peu notre seule façon de voir du monde. Ouais. Et moi, comment j'ai rejoint, juste parce que j'étais amie, pour te dire, avec le premier président de l'association. Et ensuite, je me suis fait embarquer. D'abord un petit peu, j'avoue que je me disais, bon, on verra ce que ça donne. De ouf. Enfin, en fait, je savais pas du tout en quoi ça consistait. Enfin, la cause de la précarité étudiante et de la solidarité, ça m'a toujours touchée. Après, déjà, on me dit, est-ce qu'on va vraiment être utile? Et puis on savait pas du tout à quoi ça ressemblait. Enfin, tu te rends pas compte de la charge de travail en fait que c'est peut-être. Tu vois. Non. Et en fait, tu t'en rends pas compte et au début tu te dis oui je ferai ça quand j'aurai 2 minutes. Et puis après t'es pris dans le truc et en fait ça se termine à t'en fais 50 heures par semaine. Mais on en parlera après ça. Comment on construit une asso? Alors déjà de petite ampleur puisque de base c'était vraiment pour aider 100 personnes, 200 personnes, tu vois. Et bon maintenant c'est beau. Et en fait on a vite augmenté parce qu'on s'est. En fait ce qui a permis qu'on explose, c'est la médiatisation. Enfin, moi, j'ai commencé au pôle partenariat dans cette association, c'est-à-dire on cherchait des dons d'entreprises. Pour te dire, j'ai référencé toutes les marques d'eau qui existent en France pour ensuite envoyer un mail à chacun d'entre eux. Ça, c'était la première étape. Et en fait, dès qu'on a commencé à être médiatisé, ça a explosé. C'est-à-dire que c'était plus nous qui contactions les gens, c'était eux qui nous contactaient. C'est comme ça que Panzani nous a livré 3 camions de pâtes, on a eu des dons d'entreprises. Par exemple, Emma, au moment des fêtes de Pâques, comme tous les magasins enfermés, ils nous ont donné tous leurs œufs de Pâques. Donc on a eu 3 mois d'œufs de Pâques. Bénef. 100% bénéfice. Donc c'est comme ça qu'on a. Et puis en fait la demande, face à la demande, on n'avait pas le choix que d'augmenter. Ouais, forcément. On va parler un peu de la médiate après, mais quand je disais comment on construit une asso, c'est quoi la démarche quand tu veux créer ton asso? Étape 1, écrire de bons statuts.
D'accord. Je le conseille en 1. Qu'est-ce qu'un statut déjà ? Un statut, c'est là où tu mets les règles de l'association, l'objet social de cette association, qu'est-ce que tu vas faire concrètement. Et après, oui, les règles de comment t'élis les présidents, le bureau. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu veux un bureau, dans quel sens ? Enfin, t'as quelques mentions légales obligatoires, mais en fait, après, dans les statuts, comme c'est une association, tu fais un peu ce que tu veux. Tu déposes les statuts en préfecture. Et puis après, il faut avoir un vrai concept derrière. C'est-à-dire que moi, je peux te le dire parce que c'était mes amis qui travaillaient dessus. Je les ai vus des heures au café en train de réfléchir à comment commencer, genre comment me faire un premier pas. Et après, le premier besoin, c'est d'avoir des gens. Ouais. Et là, c'est l'avantage d'avoir eu 6 créateurs, c'est que du coup, chacun en a parlé à son groupe d'amis. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que la plupart étaient en sciences sociales ou en tout cas en sciences politiques, en droit. Et du coup, les premiers à être à copains, c'est majoritairement des gens qui sont issus de ces études-là parce que c'était le cercle à ce moment-là. Et puis maintenant, on vient de toute étude possible, toute école, partout. Ok. Ouais, c'est très stylé parce que ça a vraiment augmenté. Enfin, 2020, c'était genre hier, pratiquement. Oui, enfin, tu vois, vrai. parce que on a été coupé pendant un certain temps. Ouais. Comment vous avez réussi à gérer le fait de, être confiné, gérer les règles qui changeaient régulièrement et en même temps construire un projet qui avait pas de base, quoi. Vous avez construit de tout du début. Comment vous avez géré tout ça ? Pour le confinement, au final, c'était même plus simple à l'époque que maintenant parce que comme les gens n'avaient que ça à faire. Du coup, on pouvait arranger nos emplois du temps un peu comme on voulait. Du coup, c'était beaucoup plus souple que maintenant où on est obligé d'aller en cours, tout ça. C'est pas en décalé, tout ça. Après, on a eu la chance d'avoir très vite une autorisation qui nous permettait de dépasser parce que nous, nos distributions sont plutôt le soir, donc on terminait très tard. Et avec le couvre-feu, tout ça, on a eu la chance d'avoir une autorisation qui nous permettait de sortir. Et puis voilà, après, en fait, on a vu un modèle, on savait ce qu'on voulait, et puis après, on a pris des conseils d'autres associations qu'on voyait, d'expériences que chacun a pu apporter, et on a essayé de construire un truc. Au début, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait maintenant. Par exemple, moi, je parlais de la logistique, mais au début, on n'avait pas de véhicule. Donc, c'était chacun avec sa petite voiture qui faisait son trajet. C'est comme ça que j'ai enfoncé la porte arrière droite de ma voiture. Mais voilà. Et du coup, depuis, c'est camion pour tout le monde. C'est ça. Et du coup, maintenant, on a 3 véhicules, 2 qui nous sont prêtés, 1 qui est à nous, bientôt on va en acheter un. Et du coup, c'est forcément, petit à petit, pas tu te professionnalises parce que j'aime pas ce mot-là et justement, on n'est pas des professionnels. Tu grandis et t'as d'autres moyens. Et du coup, tu t'améliores, tu peux faire plus de trucs, enfin, tout ça. Voilà. Mais j'imagine que pour lancer une asso d'une telle envergure, il faut quand même un peu de juridique là-dedans. Dans les 6, il y a une juriste. Moi, j'en fais pas partie des 6. Ok. Il y avait une juriste, donc elle a pris pas mal, bisous Lucine, si tu nous entends. Elle a pris pas mal les choses en main. Et puis après, en réalité, maintenant, on a la chance d'avoir un partenariat avec un cabinet juridique et du coup, qui s'occupe de la plupart de nos démarches. Okay. Mais ouais, pendant 2 ans, on a dû gérer les trucs juridiques et du coup, c'est tout bête. Mais en fait, comme on reçoit beaucoup de dons, les dons sont déductibles pour les sociétés. Donc après, il faut remplir un récépissé. Enfin, à chaque fois, ça demande beaucoup de papier, beaucoup de juridique. Et ça, c'est clair que après, c'est l'avantage, c'est que du coup, il y avait beaucoup de juristes dans l'association et du coup, c'était de la mise en pratique, quoi. C'est sûr. Toi, quand vous avez commencé, donc vous étiez 6 et vous voyez l'ampleur de la tâche qu'il y a à mener. Comment on se décide déjà, où est-ce que vous chopez la nourriture quand vous êtes 6, quoi? À quel moment on a une légitimité face à, je sais pas, Carrefour ou Intermarché? On va les voir, on dit vous invendus, donnez-les nous et on va les redistribuer. Le premier relais, c'est d'aborder d'autres associations. Je sais que les créateurs de l'association ont d'abord fait appel à ces relais-là qui se sont mis en lien. Par exemple, pendant longtemps, on a eu des dons du Resto du Cœur qui nous donnaient des plats, voilà, tout ça. Et puis après, petit à petit, on se noue avec des entreprises. Et c'est vrai que, en fait, vraiment, la médiatisation, ça... Ouais. Moi, j'étais au pôle partenariat, du coup, et on envoyait plein de mails à plein de gens et on s'est pris un nombre incalculable de... Mais c'est ça. Mais vous êtes qui? Ouais, mais vraiment, ça, c'est incroyable parce que, justement, en termes de médiatisation, comment on fait pour médiatiser ce genre d'organisme? Comment on fait? Parce qu'on alerte. Comme l'objectif de base, c'est d'alerter sur la précarité étudiante,
que on est de plus en plus crédible sur ce sujet-là parce que on la voit en pleine face et on l'a très vite analysé. Du coup, les médias, ça les intéresse très très vite, quoi. Et puis pareil, encore une fois, c'est que des jeunes qui sont super motivés, qui sont dans la solidarité, à une époque où justement c'était le Covid, donc c'était un peu une ambiance spéciale, donc je pense que ça a plu, et tant mieux. Enfin, heureusement que les gens sont capables de l'entendre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, au moment où ça prend forme, où vous êtes au début de la distribution, vous contactez les médias ou c'est les médias qui voient qu'il y a Les deux. Ouais. Les deux. Okay. Les deux, dès qu'on a un événement, on les contacte. Par exemple, on a fait pas mal de distribution sur la place du Panthéon parce que c'est un peu là où on est né vu qu'on dépend de Paris 1. Et du coup, là, forcément, on contacte les médias qui viennent ou qui viennent pas. Et puis après, ça prend. D'autres médias voient les choses. Et puis après, les politiques prennent forcément le relais. Et du coup, les médias, vu qu'ils voient des politiques, prennent... Enfin, voilà. Exactement. Ok. Toi, t'es rentré au niveau du partenariat. Comment, justement, on montre qu'on a un impact et on essaye d'avoir la confiance de partenaires? Nous, ce qu'on vendait à l'époque, c'est le geste de solidarité, la pub qu'on pourrait leur faire, parce que tout de suite on a été sur les réseaux sociaux, tout ça, et on met beaucoup en avant nos partenaires, et c'est normal parce que ils font un bon geste, il faut les remercier, et nous, notre seule monnaie, c'est de les mettre en avant. Et ensuite, le vrai avantage pour certains d'entre eux, c'est la déduction fiscale. Parce que nous, on était partis sur un modèle de distribuer que des invendus, donc des choses qui sont distribuées souvent après la date qu'on appelle de péremption, mais on n'a plus le droit de le vendre. On n'a plus le droit de le vendre, mais par contre, pour les produits secs, par exemple, en règle générale, on peut les distribuer, en tout cas les consommer encore 3 mois après. Donc du coup, nous, on bénéficie de cette petite marge, comme en plus on distribue maintenant à grande échelle. Du coup, ça part très très vite et du coup, quand on donne des invendus, on a une déduction fiscale, et du coup, c'est un peu ça qu'on vantait dans nos mails. Ça prenait ou ça prenait pas. Ok. Voilà. Et donc, le premier partenaire, comment vous avez réussi à le choper comme ça, et il était ok il y a de tout. Il y en a qui ont entendu le projet, ça les a plu, et puis à ce moment-là, ils avaient des invendus. Voilà. Enfin, moi, je me souviens justement le premier trajet que j'ai fait pour aller chercher des dons. C'était à l'entreprise Omiessi qui font une petite épicerie salée et tout ça, et ils avaient des choses qui périmaient, et ils savaient pas quoi en faire, et ils cherchaient une association, et on leur a dit voilà, on nous a parlé de vous, et on a fait oui, on prend tout de suite. Et en fait, le gros défi à ce moment-là, c'était de se rendre disponible pour aller chercher les dons, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on gagne à en avoir. Ouais. Si on est capable de dire oui, je peux passer dans la semaine, on est rappelé et tout ça. Okay. Et c'est comme ça que s'est créé le pôle logistique, qui à la base n'avait même pas été imaginé par les concepteurs de l'association, et parce qu'on s'est dit en fait on a besoin de gens qui s'occupent de faire des trajets, quoi. Bien sûr. Donc là, disons que, je pense que vous êtes une dizaine, quoi, en gros. On a un peu plus. Un peu plus maintenant. Au tout début, en fait, quand les 6 ont lancé le projet, qu'on a commencé à rejoindre leur rang, on était une 50aine. Donc là, c'est déjà 50, c'est déjà un truc à gérer, quand même. Avant de tout récolter, etc. Comment on fait passer le dossier à l'université pour avoir un local, pour savoir où stocker les trucs? Je pense que c'est avec les fondations de Paris 1 et tout ça, et puis avec la mairie de Paris qui... En fait, la mairie de Paris, c'est le premier qui nous a fait confiance et qui nous a donné des locaux parce qu'on est à la maison des initiatives étudiantes. Justement, c'est un peu logique parce que c'est un peu là où on devrait être, voilà. Ouais. Et du coup, on a tout de suite vu avec eux comment on pouvait s'installer là. Et puis après, on a parlé avec toutes les mairies. Après, on s'est installé dans le 14e grâce à la mairie du 14e, à Porte-de-Vanves, parce que c'était des locaux désinfectés qu'ils allaient détruire, et juste le temps entre le moment où ils allaient détruire et tout, il y avait 1 an, donc on a fait OK, on prend. Okay. C'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de mails envoyés, voilà. Ok. Comment vous avez décidé de faire les paniers repas? Et quand je parle de cette question, c'est comment on arrive à faire un repas équilibré? On cherche pas du healthy forcément, mais on cherche quelque chose où on mange bien, et en même temps que que ça rentre dans vos coûts et qu'il y en ait un maximum possible. En tout premier lieu, on s'est dit l'avantage, c'est que comme c'est une association pour et par les étudiants,
on sait ce que vivent les gens. On sait de quoi à peu près ils ont besoin, on sait ce qu'ils vivent. Donc on s'est dit, quand je vais au magasin, moi, qu'est-ce qui coûte cher ? Qu'est-ce qui coûte cher ? C'est les fruits et légumes. Qu'est-ce qui coûte cher ? C'est les petits déjeuners, parce que c'est souvent le truc sur lequel on fait l'impasse quand on n'a pas de sous. Un paquet de pâtes, c'est toujours utile, ça sert. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que le vrai truc sur lequel les gens faisaient l'impasse, c'est l'hygiène. Donc en fait, on s'est très vite dit, l'hygiène, ça doit être primordial. Et c'est pour ça qu'on a développé beaucoup de choses sur la précarité menstruelle, par exemple. Okay. Que ce soit en non alimentaire ou en alimentaire, où on distribue des serviettes hygiéniques, notamment avec Règles élémentaires. Ça, c'est arrivé. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est arrivé tout de suite après l'alimentation. Ouais. Assez rapidement, ouais. Parce qu'en fait, c'est l'avantage de discuter avec ces gens-là, parce qu'en fait, ils sont comme nous, et donc c'est ton copain de t'aider à côté de toi qui te dit ce matin je me suis pas lavé les dents parce que j'ai plus de dentifrice, ou je me lave les cheveux moins souvent parce que j'ai pas assez de shampoing, ou je prends une douche toutes les 3 jours parce que j'ai pas de savon. Enfin, c'est des choses qui heureusement arrivent à se dire quand on est étudiant entre nous, et du coup on a entendu les messages et on a essayé de s'ajuster, et après on s'ajuste vraiment en fonction de ce que nous donnent les gens. Mais je sais que par exemple on fait appel à une coopérative associative pour les fruits et légumes, parce que c'est le seul truc où en fait quand tu prends que des invendus, c'est des choses pas belles et pas distribuables, tu vois. Donc du coup c'est le seul truc qu'on paye à peu près, mais après des prix hyper préférentiels grâce au côté associatif de ceux qui nous les livrent. Et après le reste c'est que des dons. Donc par exemple pour le frais, on fait appel à l'association Phoenix qui met en lien avec des magasins, et du coup on fait des ramasses toutes les semaines dans les Monoprix pour avoir du frais. On a le Chez Nos Manquants qui est une autre association qui nous distribue des plats issus de restaurants, d'invendus, de trucs comme ça. Puis après un jour il y a une entreprise de pâtes qui nous appelle, on va chercher des pâtes. Je suis déjà allée dans le nord de la France chercher des petits pois pour Bonduel. Je suis, enfin voilà, on en fait c'est des collabs d'assaut plus des collabs d'entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on fait je pourrais pas te dire combien de dons, mais là par exemple on a un partenariat depuis de longue date avec Innocent, où ils nous livrent toutes les 2 semaines, tous les mois, quoi. D'accord. Et du coup c'est des trucs du coup on a des jus innocents, donc c'est top, quoi. Et puis après dès que les stocks sont pleins, on essaye d'améliorer ce qu'on distribue. Donc on se dit que des féculents, des pâtes c'est bien, mais les lentilles et tout comme ça en termes d'apport énergétique c'est encore mieux. On essaye d'avoir des partenariats sapins en termes de santé. Du coup, on a déjà eu plein de fois des petites crèmes, du maquillage, des trucs hyper sympas. On a des chocolats, alors que dans l'absolu, c'est pas hyper primordial, mais en fait, l'objectif, c'est de faire aussi plaisir aux gens, quoi, bien sûr, qui viennent à la distribution et qui se disent pas, super, je repars avec un paquet de pâtes, quoi. Dans ma question, c'était aussi, est-ce qu'il y a un expert nutritionniste, peut-être pas, tu vois, mais quelqu'un qui a géré un peu la nutrition, qui a regardé un peu l'apport journalier. Les responsables stock ont été formés par d'autres associations, dont la Banque Alimentaire, justement, sur ces problématiques-là. Et on essaye tous d'être à peu près, d'avoir ces problématiques-là en tête. Et on a, par exemple, une CM Hygiène qui s'occupe justement de toutes les questions de date de péremption, qu'est-ce qu'on peut dépasser, qu'est-ce qu'on peut pas dépasser, qu'est-ce qui est dangereux pour la santé, les tests gustatifs, parce qu'en gros après 3 mois il faut tester le produit gustativement, donc on a des bénévoles testeurs. Des bénévoles qui ont des primes de risque visiblement. Gratuites, mais ouais. Donc non, on essaye d'être un peu carré sur ça, et puis encore une fois les études nous permettent de savoir qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin, qu'est-ce qui leur manque, et puis ça se voit tout de suite sur la tête de quelqu'un, et ça se voit tout de suite dans nos stocks, qu'est-ce qu'on distribue rapidement, qu'est-ce qu'on ne distribue pas, parce que c'est aussi l'objectif de notre distribution. Ça prend un peu de temps, tu dois faire la queue parce que le parcours il est un peu long, mais parce qu'on laisse le choix aux gens. Souvent t'as le choix entre je sais pas, une pâte ou un riz, dans le frais souvent c'est une multitude de trucs parce que c'est des invendus, donc t'as de la salade, des yaourts, du fromage, de la viande, t'as de tout. Donc l'objectif c'est que les gens repartent pas qu'avec des trucs qu'ils vont pas manger, donc ils ont le choix, et c'est notre objectif en tout cas. Et justement en point de vue hygiène, tu vois, comment vous arrivez à avoir des invendus, sachant que le dentifrice je pense pas que ça se périme pas, non. Alors pour les serviettes hygiéniques, on passe par une super association qui s'appelle Règles élémentaires, qui fait beaucoup d'interventions justement sur la précarité menstruelle. Et ensuite on a des dons d'entreprises, genre par exemple des trucs mal empaquetés ou des choses comme ça, des surplus, des choses qu'ils ont pas par exemple tout ce qui est un peu fête. Quand la période de fête est passée, du coup on peut récupérer des le stock de coffrets, caviar, des machins, des trucs comme ça.
Non, mais on a déjà eu des produits exceptionnels, des boîtes de gâteaux à 50 balles, parce que, par exemple, on a un partenariat avec le BHV, et du coup, c'est de l'épicerie fine, et voilà. Donc, c'est des trucs qui sont passés en date, mais qui sont mangeables, ou alors qui ont été mal emballés, ou oui, c'est juste que le client en veut pas, et du coup, parce qu'il y a un pet sur la boîte, ça. Voilà. Ok. Mais tant mieux, nous, ça nous fait plus de choses. Carrément, refuser, continuer abîmer de refuser. Les boîtes dans les magasins. Pas de souci. T'en rigolais à moitié, mais en termes de gestion, comment vous faites, sachant que finalement il y a énormément de demandes, et que au bout d'un moment, donc le système c'est on s'inscrit sur le site. Exactement. Sur dans le la lien limite, WithEvent. la limite des places disponibles. Tout à fait. Et il y a plusieurs créneaux. Donc maintenant on est passé à 4 distributions alimentaires par semaine, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, une le samedi. C'est énorme genre. Exact, ouais. Ça fait environ qu'on aide un peu plus de 1000 personnes par semaine, rien qu'à Paris, parce qu'on n'a pas encore parlé des autres centres qui s'ouvrent un peu partout en France. Mais du coup, on a à peu près 1000 et on a 3 lieux de distribution. Un à Sancier dans le 5e, un à la maison des initiatives étudiantes à 50 rue des Tournelles dans le 3e, et au Zamar qui est un tiers-lieu qui est 24 quai d'Austerlitz. Et du coup, toute la question c'est de comment on fait en sorte que tout soit un peu réparti partout. Par exemple, nous, pour la logistique, on utilise des boîtes isothermes pour transporter le frais, sauf qu'à chaque fois on les met pas au même endroit, donc c'est une logistique énorme. C'est là, par exemple, la semaine dernière, on a eu les collègues de la banque alimentaire, ça veut dire beaucoup de ramasse, nous, dans les magasins, des bénévoles dans les magasins pour récupérer des dons, et à l'arrivée, des gens qui rangent dans les stocks, machin, et ça demande énormément de travail. Et pareil, on a aussi un lieu de stockage pour quand on reçoit des grosses palettes. Là, par exemple, on a reçu des palettes de compote. Et du coup, on a un parking où on met juste des palettes remplies. Et pareil, comment on réapprovisionne après petit à petit en fonction des besoins. Et en plus, c'est un peu par vague. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on distribue la semaine prochaine? Il n'y a plus rien. Et puis la semaine d'après, on a 17 livraisons. Est-ce que vous arrivez à un équilibre? Des fois, je sais pas, voilà, il y a plus de carottes. Et d'un seul coup, il y a 15 palettes de pâtes. Ouais. Et t'as des pâtes à revendre, mais au bout d'un moment, tu peux pas te nourrir que de pâtes. Non, ça pour le coup, on fait... Alors, disons qu'on a des normes, on va dire, pour nos distributions. Je sais pas si norme est le bon mot, mais en gros, à chaque fois, on a forcément des fruits et légumes, du frais à peu près en général. Et alors, juste avant que je dise ça, mais en gros, on a 2 types de distribution. Le mercredi, c'est distribution express, donc c'est un peu plus différent, mais nos autres distributions, elles sont sur ce modèle-là, donc des fruits et légumes, du frais, des féculents, du sucré et du salé. Alors dans le sucré, ça peut être du petit-déj, des gâteaux, des chocolats, machin. Dans le salé, ça peut être des gâteaux d'apéritif, machin. Des conserves. Après, pareil, ça peut être de la viande, pas de la viande, des légumes, tout ça. Et après, hygiène, on a forcément des préservatifs, des serviettes hygiéniques. Et après, en fonction de ce qu'on a, soit ça peut être du dentifrice. Et après, on a du pain. Voilà. Okay. Donc, il y a toujours à peu près ces standards-là. Et après, en fonction de ce qu'on a, on met, par exemple, si c'est des petits pains au lait, des petits pains au lait. Enfin, mais il y a à peu près toujours ces catégories-là. On fait toujours en sorte qu'il y ait ça. Et on fait en sorte qu'il y ait toujours ça dans nos stocks. Les paniers sont toujours préparés à l'avance? Jamais. Donc, les gens viennent choisir. Est-ce que des fois il n'y a pas ce truc, c'est pas gênant, mais où vous êtes obligé de dire stop à quelqu'un parce que ils le savent à l'avance. En fait, on briefe nos bénévoles, on leur dit voilà, toi tu distribues les conserves de thon et les conserves de sardines, et tu dis c'est soit l'un soit l'autre. Et voilà, et la personne et en règle générale, qu'on se le dise, quand quelqu'un dit est-ce que je pourrais en avoir 2, évidemment qu'on dit oui, et sauf si on sait qu'on est en galère pour finir la distribution, mais en règle générale c'est rare, et du coup si vraiment la personne on le voit en difficulté. D'ailleurs, on réfléchit actuellement à faire en sorte que des bénéficiaires qui seront vraiment dans une précarité extrême puissent bénéficier plus souvent de paniers, parce qu'on a tellement de demandes qu'on est obligé de faire en sorte que les gens ne puissent s'inscrire que sur une semaine sur 2. Ok. Donc, on réfléchit à comment faire pour renforcer notre aide à ces gens-là, quoi. Pour qu'il y en ait tout le monde, ouais. Parce que les paniers, ils aident énormément. Je sais qu'on avait calculé à peu près le prix d'un panier, mais ça change à peu près d'une fois à l'autre. Mais ça ne compense pas une semaine entière de repas non plus. Bien sûr. Ça fait... Ça fait 3 jours. En fait, c'est un peu divers parce que t'as un paquet de pâtes, donc si t'es tout seul, un paquet de pâtes, ça te fait 5 repas. T'as du thon, la boîte de thon, ça peut faire 2 repas. Donc ça dépend des trucs. Il y a des trucs, tu prends un savon, il va te durer 1 mois. Oui, donc
ça dépend vraiment des trucs. Et à côté de ça, on a du frais qui est très urgent, donc c'est vraiment le jour même. Enfin voilà, c'est assez divers. Mais en tout cas, tu dois faire un complément à côté, quoi. Bien sûr. Et donc, à côté de ces distributions purement alimentaires, vous avez aussi des aides, je crois, au logement, au stage et tout, c'est ça? Alors, on vient de créer un pôle qui s'appelle professionnalisation, qui aide justement les gens à trouver... alors, c'est pas à trouver des stages, c'est plus à les aider à connaître les normes pour rentrer sur le monde du travail ou pour trouver un stage. Donc, aide au CV, aide à l'accompagnement à la professionnalisation, aide pour chercher un stage, tout ça. Donc ça, c'est la petite nouveauté de cette année qui vient d'être créée. Et puis après, on a tout ce qu'on appelle, nous, le suivi, c'est-à-dire qu'à la fin de la distribution, il y a toujours des bénévoles qui sont présents. On a des fiches qui ont été réfléchies ou pour répondre à chacune des problématiques. Bah, je sais pas, t'as besoin d'aide financière, on a une fiche sur les aides financières. T'as besoin d'une aide au logement, bah, c'est pareil. Tu sais pas comment écrire au Crous, tu sais pas comment avoir touché les APL. Okay. Et en fait, tu sais même pas ce qui existe. Donc, le suivi accompagnement s'occupe de cette partie-là. Elle répond aussi aux mails perso, c'est-à-dire que t'es en grande difficulté, t'envoies un mail, on essaye de t'aider à trouver une solution. Et il y a aussi tout ce qui est... on a créé une sorte de petite communauté dans laquelle on a un groupe WhatsApp et dès qu'on fait des activités, parce que du coup maintenant on a un pôle culture et un pôle sport qui organise des visites, des spectacles, des places pour des matchs de foot, enfin plein de choses, des projets hyper intéressants. En fait. Oui, et ça du coup... on a un petit groupe où on partage les infos sur ça et c'est aussi l'accompagnement qui s'en occupe. Mais justement, on parlait de développement et tout. Maintenant, vous êtes 600 bénévoles, si je me trompe pas. À Paris, mais on est encore plus à l'échelle nationale. Rien qu'à Paris, comment on fait, alors qu'en 2 ans, ça a tellement grossi, comment on fait pour gérer 600 personnes ? Alors, c'est la grosse problématique d'une association, c'est comment mobiliser les gens. En fait, justement, pendant le Covid, c'était super facile parce qu'en fait, les gens étaient hyper disponibles, à tel point que on réunit aussi les places d'inscription pour les bénévoles aux distributions, parce que tellement de gens voulaient y participer. En plus, c'était un peu le truc nouveau. Ouais, c'était la hype. C'était à la mode, quoi. Et puis en plus, enfin, moi, pour avoir vécu cette période, c'était parfois les seuls gens que je voyais à part ma famille, quoi, dans une semaine. Donc, c'était mon moment de waouh. Enfin, je vois des jeunes, il y a de la musique, souvent tu vas faire ça avec tes copines. Enfin, moi, je suis rentrée dans la soirée avec mes copines, donc c'était vraiment un truc où tu disais waouh, je vais voir des gens trop cool, quoi. Et après le Covid, du coup, bah la vie a repris, les gens retournent dans les bars, enfin ont une vie sociale, tout ça. Donc pour mobiliser les gens, et puis les gens ont cours, quoi. On n'est que des étudiants, et du coup, bah forcément, on a un emploi du temps qui est serré et qui est pas toujours flexible. Donc pour mobiliser les gens, c'est un peu compliqué. C'est vrai, c'est la vérité. Enfin, nous justement, on essaie de faire en sorte de faciliter. Quand je dis nous, c'est la coordination, parce que du coup, l'association, l'avantage c'est qu'elle est assez structurée. Aujourd'hui, on a à peu près 16 pôles, avec chacun 2 à 3 responsables de chaque pôle, plus un bureau. Et du coup, on est très très structuré. Après, dans chaque pôle, on a des bénévoles de pôle. Et après, on a tout le reste des étudiants, c'est-à-dire à peu près... non, je sais pas, je dirais au moins 60-70%, qui sont des bénévoles de terrain, c'est-à-dire que, moi, tout simplement, moi, j'organise des trajets, et les bénévoles de terrain s'inscrivent sur le tableau que je fais. Donc, je dis, par exemple, mercredi, il y a un trajet de telle heure à telle heure, est-ce que tu peux y participer? T'inscris ton nom, et tu fais le trajet. D'accord. Soit en tant que pilote parce que t'as le permis, soit en tant que copilote parce que tu l'as pas. Et donc ça, le fait de participer à l'association, nous, comme on y est, qu'on y vit tous les jours, on sait, mais quand t'arrives à l'association, il faut présenter. Donc, on a un pôle qui s'occupe de l'intégration, on fait des soirées pour tous se connaître, parce que, encore une fois, tu participes à une association parce que aussi tu t'entends bien avec des gens. Je voulais savoir, tu vois, tu parlais des différents pôles et tout. Est-ce que tu veux expliquer, par exemple, à des gens qui pourraient être intéressés de postuler, par exemple, les différents postes qu'il y a? J'imagine que, du coup, il n'y a pas que ceux qui distribuent l'alimentaire, mais ça veut dire que, en fait, il y a plein de profils différents que tu recherches, par exemple. Tout à fait. Donc, est-ce que tu veux expliquer ça? Donc, on a, comme je disais, un bureau qui... si on veut faire une hiérarchie, mais on considère qu'on est à peu près, une fois qu'on est sur le terrain, on est tous au même niveau, et c'est l'avantage de travailler avec des jeunes, c'est qu'on se donne pas d'ordre, quoi. Moi, ça me saoulerait d'être dans une association avec des vieux qui me disent comment je dois faire. Je suis beaucoup plus amène à recevoir des conseils de jeunes, déjà, et au-delà de ça, comme on est tous pas professionnels, personne n'a la science infuse, et c'est plus des conseils plutôt que des ordres. Surtout qu'il y a beaucoup d'associations, on sait que l'associatif, c'est quand même majoritairement des personnes à la retraite. C'est ça.
Enfin, en tout cas, les associations caritatives, Oui, parce que bah, les associations sportives, voilà, ils ont le plus de temps et donc ils ont une activité pour s'occuper. Et ouais, effectivement, je pense que une asso étudiante pour les étudiants, forcément, ça attire beaucoup plus que non, mais autre c'est chose. beaucoup plus agréable parce que, enfin, j'expliquerai tout à l'heure, mais enfin, on crée tous les jours notre activité, donc ça c'est top. Mais du coup, donc oui, il y a un bureau et après il y a une coordination et donc dans cette coordination il y a 16 pôles, comme j'ai un peu pu le dire, qui balayent plein de choses. Donc t'as tout ce qui s'appelle les opérations, c'est-à-dire le pôle stock qui gère le stock, le pôle collecte qui organise des collectes dans les magasins, le pôle distribution qui organise les distributions alimentaires, mon pôle qui est la logistique qui s'occupe de un peu driver toutes les denrées d'une denrée à un moment, les plannings, tout ça. Ensuite t'as tout ce qui est accompagnement, donc dans ça tu retrouves le pôle sport qui organise des événements autour du sport, le pôle culture pareil autour de la culture, la professionnalisation, tout le suivi qui justement aide, enfin fait de l'accès au droit, tout ça. J'espère juste que j'oublierai personne. Vraiment, je promets. Ensuite, on a tous ceux qui, enfin, le recrutement, intégration, cohésion, qui donc recrutent tous les bénévoles, font passer pas forcément des entretiens, mais plutôt le passage de il faut payer la cotisation, faut machin, rejoindre les groupes, les boucles, les machins, candidater pour un pôle, machin. Enfin bref, c'est tout un processus aussi pour rejoindre l'asso. Il y a le pôle études, il y a le pôle communication évidemment, parce que sans communication l'association n'aurait pas l'audit qu'on a aujourd'hui. Le pôle études, ça consiste en quoi juste? Est-ce que c'est de l'aide scolaire? Non, ou c'est... études, c'est ceux qui font les études pour nous. Ok. Donc un peu sociologique, quoi. On a aussi tous ceux qui s'occupent de développer l'association dans d'autres parties du monde. C'est ce qu'on appelle l'expansion du monde. Pour l'instant de la France, peut-être un jour du monde. Peut-être Belgique, ça reste le monde au final. Ouais, mais même non, on s'arrêtera pas là, je pense. Okay. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion. On a aussi ceux qui s'occupent du plaidoyer, comme je le disais au début. Notre but, c'est de faire porter notre parole, et donc on a besoin de gens qui travaillent sur ça. Faire bouger les lignes. C'est ça. Je vais sûrement oublier des gens. Non, je crois que pour l'instant, j'oublie personne. Mais en tout cas, vraiment, on fait des choses très, très différentes. Ouais. Et d'un pôle à un autre, ça n'a rien à voir. Et l'avantage, c'est que après ça, du coup, il y a les bénévoles de terrain. Et les bénévoles de terrain peuvent toucher un peu à tout. C'est-à-dire que moi, de base, je suis responsable de pôle. Mais à côté de ça, des fois, je distribue parce que je participe à une distribution. Des fois, je fais des collectes. Des fois, je suis à un atelier du pôle professionnalisation. Enfin, voilà. T'arrives à être multitâche, même si t'as une spécialité au sein de l'association, t'arrives quand même à faire d'autres trucs. Ça dépend que de ta volonté. Il y a des gens qui sont jamais sur le terrain parce que ce qui leur intéresse, c'est que leur mission et ils veulent faire que ça. Et d'autres qui sont un peu là tout le temps, quoi. Ok. Imaginons, là, moi, j'ai envie de rentrer, tu vois. Quelles sont les démarches à faire? Tu vas soit sur les réseaux sociaux Copain, soit sur le site Copain et tu cliques sur nous rejoindre, voilà. Et t'as un petit questionnaire, un lien Hello Asso pour cotiser et ça y est, t'es rentré dans l'aventure. Après, on va te contacter, on va t'envoyer des mails, on va te faire rejoindre les boucles et puis après, une fois que t'es sur les boucles, tu vas voir passer des messages de voilà, il y a une distribution tel jour, tu veux t'inscrire. Il y a une collecte tel jour, tu veux t'inscrire et voilà. Ok. Mais moi, j'ai vu sur le site, en fait, t'as différents types de cotisations. Oui. C'est quoi exactement comme on est une association sur la précarité étudiante, on veut faire en sorte que les gens n'aient pas de barrière financière pour rejoindre l'association. Okay. Donc soit t'as 1 euro parce que vraiment t'es en galère financière mais tu veux absolument nous rejoindre et que nous légalement on a besoin de gens qui adhèrent financièrement. Ouais. Donc c'est vraiment c'est anecdotique, quoi. Oui, voilà. Après, t'as la cotisation normale quand t'as les moyens de te payer 10 euros. Et puis après, quand vraiment t'as envie de faire plaisir à l'asso, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais, régale-nous. Ok, très bien. Du coup, imaginons, tu vois, j'ai envie de rentrer, mais je sais pas vraiment quoi faire. Tu vois, est-ce que quelqu'un vient et te guide et te dit te présente un peu l'asso et exactement regarde un peu tes qualités et tes défauts et te dit tu serais peut-être mieux là-dedans, ou est-ce que c'est vraiment à toi de choisir? Moi, ce que je conseille en règle générale, c'est de s'inscrire, de venir à une distribution, à une collecte, à un trajet, de voir à peu près, de trouver des gens qui sont sympas et après. En fait, ça dépend aussi beaucoup de est-ce que t'as du temps. Est-ce que juste t'es dispo, je sais pas, le vendredi soir et tu viens tous les vendredis soirs faire une distribution. Et nous, on est super contents parce qu'on a
a besoin de gens le vendredi soir pour faire des distributions. Soit t'as plus de temps et tu veux faire plus du back-office, réfléchir, enfin aller plus loin dans ton action. Dans ce cas-là, tu vois très vite un peu les pôles qui se dessinent parce que du coup, tu vois les messages passer. Ah bah aujourd'hui, on organise tel atelier, machin. Tu te dis, ah waouh, j'adore la culture, je veux organiser des visites dans des musées. On a des bénévoles qui font ça. Bah du coup, ils ont rejoint le pôle culture et ils feront partie du pôle culture. Ouais. Mais pour moi, le mieux, et c'est ce qu'on se dit souvent, nous, en tant que Respo, on vient du terrain, pour la plupart, ou en tout cas, c'est là où ça nous permet de garder les pieds sur terre et savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Pour aider les étudiants qu'on voit. Et pour voir les étudiants, il faut être sur le terrain. Comment on fait pour gérer études et assos? C'est la question qui fâche. C'est la question qui fâche les parents. C'est exactement ça, la question qui fâche les parents, qui nous fâche nous-mêmes, qui est même nous on a des séminaires de travail dans la coordination et du coup c'est l'occasion pour en parler parce que c'est un vrai défi de tous les jours. Moi je suis en prépa. Ouais. Donc ça grosse galère. Ouais, voilà. Ça demande énormément de travail. L'année dernière, ça allait beaucoup mieux parce que j'étais en master 2 et que clairement je foutais pas grand-chose. Donc en plus ça m'intéressait pas du tout ce que je faisais. Donc du coup, j'étais très contente d'avoir copain à côté. Enfin, c'est clairement en fait, j'arrivais en cours parce que j'avais une obligation de présence. Je sortais ma to-do list, je faisais ma to-do list copain et de mes autres activités et je faisais OK, on va cocher toutes les croix et j'avais 3 heures de cours et je faisais ma to-do list copain. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est un peu plus compliqué. Disons que j'ai décidé de garder ma journée du dimanche et mes soirées pour copains. Et après, c'est un peu en fonction de ma motivation pour travailler, en fait. Si un jour j'ai décidé de travailler, je vais travailler. Si je suis pas très motivée, l'appel de copain va être vite entendu. Ouais. Et puis après, le problème, c'est que moi, je gère de l'urgence. Contrairement à d'autres pôles qui sont plus dans des projets à long terme. Moi, je gère du quotidien. Donc, en fait, il faut être constamment peu présent. Ouais. Je n'éteins jamais mon téléphone. Voilà. D'ailleurs, il est à côté de moi. C'est quoi une journée type, tu vois, de distribution? Enfin, je peux te dire une journée type à copain parce que ça peut être un peu de tout. Une journée type à copain, ça va être un trajet le matin pour aller chercher... je vais te prendre le mercredi pour aller chercher des fruits et légumes à Andes. Après, l'après-midi, ça va être un trajet pour aller chercher du pain dans une école de boulangerie qui est partenaire avec nous. À 18h, les bénévoles arrivent. Soit ils déchargent des véhicules, soit ils installent une distribution. La distribution a lieu. Après, on range, on nettoie. Et après, souvent, on va boire un verre tous ensemble. Donc ça, c'est à peu près une journée. Mais après, en fait... on a tellement de projets, on a tellement d'activités qu'une journée copain, elle change d'une à l'autre. Par exemple, la semaine dernière, c'était les collègues banque alimentaire, comme je l'ai dit. On a passé nos week-ends dans des magasins pour aller chercher des denrées. Hier, on a fait une distribution exceptionnelle. On a distribué à plus de 1000 étudiants sur la place du Louvre, avec la plupart de nos partenaires associatifs. Citizen Care, Règles alimentaires, le chaînon manquant, tout ça. Et du coup, c'était assez exceptionnel. Ça nous a demandé 1 semaine d'organisation, même plus que ça, parce que y en a qui ont cherché les partenaires pour trouver la place, l'endroit pour être en avant, contacter les journalistes, tout ça. Enfin. Ok, oui, parce que forcément, il faut que ce soit médiatisé, ce genre de grosses distributions. C'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif. Sinon, on passerait pas 8 heures dans le froid. Je trouve qu'hier, ça a dû... ça a dû piquer. Hein. Ouais. Moi, j'étais pas là toute la journée parce que j'avais concours blanc le samedi après-midi, voilà. Ouais. Oui, c'était froid hier. C'était froid. Sur les assos, alors je sais pas comment on peut dire ça, tu vois, mais est-ce que vous avez pas tendance des fois à vous marcher sur les pieds, par exemple, entre copains, banque alimentaire, resto du cœur? On travaille énormément ensemble et je pense qu'on se complète parfaitement parce que donc nous on fait de la précarité étudiante pour et par les étudiants, c'est-à-dire que on arrive à capter les étudiants qui veulent être bénévoles mais qui iraient pas forcément au Resto du Cœur ou ailleurs, ou en tout cas qui sont pas sur la scène étudiante et du coup qui ont pas forcément les infos de comment rejoindre. Nous qui dans son amphi, surtout à Paris 1, n'a pas quelqu'un qui connaît de près ou de loin un copain, ça n'existe pas, tu vois.
Et après, comment dire ça ? On collabore. C'est pas, par exemple, la banque alimentaire, ils font pas directement, eux, des distributions forcément. C'est plus, ils approvisionnent d'autres. On a règles élémentaires, on fait des choses ensemble. Par exemple, on organise des ateliers ensemble où c'est des intervenants de chez eux pour des bénéficiaires et des bénévoles de chez nous. Enfin, c'est vraiment de la collaboration. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand nous, on nous met en lumière, du coup, on les met en lumière eux aussi. Et enfin... Non, franchement, c'est super. Et encore une fois, merci à eux et à tout le soutien qu'ils nous apportent. Et puis, c'est surtout des contacts, quoi. Ouais. C'est vraiment que des contacts. C'est, par exemple, on est passé sur TF1. Le lendemain, on avait je sais pas combien de mails de personnes qui nous disent bon, bah voilà, j'ai des vêtements, est-ce que vous pouvez essayer de chercher? Des entreprises qui nous disent ah, bah, on a entendu parler de vous, on avait des invendus par hasard. Et c'est que ça, par exemple, l'autre jour, on a reçu le message d'un hôtel qui allait être totalement refait. Ils nous ont dit bah, vous venez, vous allez dans les chambres et vous prenez ce que vous voulez. Ah, trop bien. Tout le mobilier que vous voulez. Incroyable. Il y avait des coffres-forts, il y avait des... Ah ouais, vous avez chopé les coffres-forts? Non, bah nous, ça nous sert à rien. Mais par contre, on a chopé des lampes parce que du coup, on a des nouveaux locaux, parce qu'on a des salariés maintenant et du coup, ils ont besoin de bureaux et du coup, bah, on a chopé des lampes. Ah, vous avez des salariés? Ouais. Ok. C'est la nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on a eu besoin de recruter quelqu'un à la logistique. Donc, d'accord. J'ai une petite salariée qui s'appelle Léa, qui est trop géniale et qui s'occupe justement de faire tous les trajets, parce que en fait le problème des trajets, c'est que c'est souvent en pleine journée et c'est des trucs où on peut pas trop négocier les horaires, ou en tout cas on a besoin de quelqu'un. Donc en fait l'année dernière on a passé plusieurs nuits blanches à chercher des gens, à refaire nos tableaux pour que soit elle, soit moi, soit des gens qui étaient là à ce moment-là puissent le faire. Enfin voilà. Et du coup, avec nos salariés, c'est beaucoup plus simple. Et là, on vient d'avoir un nouveau salarié qui s'occupe du développement de l'association, donc des projets, des antennes qu'on est en train d'ouvrir, de un peu, professionnaliser, gérer quelques rendez-vous. Pareil, notre président, nos directeurs généraux, vice-présidents, tout ça, ils sont étudiants, donc il y a des moments, juste ils peuvent pas aller au rendez-vous, donc voilà. Bien sûr. Et du coup, est-ce que le fait qu'il y ait des salariés, est-ce que ça vous met pas, je sais pas, une pression pour avoir de l'aide, ou que quelqu'un sente que en fait, pourquoi moi je serais pas payé, ou un truc comme ça, tu vois? Alors le concept de pourquoi moi je suis pas payé, Dieu merci, je l'ai jamais eu. Parce que je pense que sinon, en fait, on est payé autrement. Enfin, moi, je suis payé autrement. Je suis payé par l'expérience que ça m'apporte, les amitiés, tout ça. Enfin, moi, c'est mon salaire, la reconnaissance. Quand je vois des bénéficiaires qui ressortent avec un panier, je sais que c'est grâce à moi. Enfin, grâce à nous, mais grâce à moi indirectement. C'est mon salaire. Mais non, au début, je me suis mise la pression pour essayer de pas envoyer les consignes de trajet pas trop tard le soir à ma salariée. J'ai de plus en plus de mal. Donc, elle reçoit des messages de plus en plus tard. Mais bon, voilà. Mais en fait, l'avantage, c'est que c'est des jeunes qui sont en règle générale étudiants. Enfin, en fait, on a une salariée à mi-temps, donc elle est étudiante aussi. Okay. Et on a un salarié qui est à temps plein, mais qui est jeune, qui sort de ses études. Donc, ils sont un peu dans le même mood que nous. Et puis, c'était un peu volontaire parce qu'on veut des gens qui soient dans le mood, ok, on commence tard, mais on finit tard. Enfin, voilà. Aujourd'hui, l'asso, elle est présente sur Paris et sur Angers, pour Marseille aussi. Marseille, et ce mois-ci, on ouvre à Laval et bientôt Montpellier, Lille. Ouais, ok. Et là, il y a encore beaucoup d'antennes qui vont ouvrir. Donc ça grossit vraiment, vraiment. Comment ça va s'organiser au bout d'un moment? Parce que j'imagine qu'il va falloir déléguer de plus en plus. Comment vous allez réussir à gérer tout ça? Le principe d'une association, c'est qu'il y a un seul bureau, parce que dans les textes, c'est ça. Donc c'est le bureau de Paris et qui gère tout ce qui est surtout en fait ce qui est obligatoire, c'est-à-dire président, vice-président, directeur général, trésorier, secrétaire. Donc ça, c'est ce qui occupe les AG, les machins, les trucs comme ça. Et les sous, on les reçoit en une seule entité et après on les repartage avec les antennes. Donc il y a qu'un seul bureau, mais après dans chaque ville il y a une coordination qui se crée, donc avec un directeur dans chaque antenne, un ou deux directeurs parce qu'en règle générale, et on recrée. En fait, l'avantage c'est qu'en fait on a créé un modèle d'association, de distribution, de partenariat, et on l'exporte un peu partout en fonction de où on est bien accueilli, où il y a beaucoup de précarité, où on a un partenaire sur place qui est déjà prêt à nous aider, où on a des locaux facilement accessibles. Enfin, voilà, notre première... comment dire ça ? Comment on choisit la ville où on commence à s'implanter, c'est ça.
Ok. Toi, t'as commencé dans la recherche de partenariat et après t'as fait logistique. Ouais. Pourquoi changer? Alors en fait, au début, j'étais entre les deux parce que du coup, une fois que t'as conclu le partenariat, il faut que quelqu'un aille le chercher, donc faut prévenir les gens qui s'occupent de prévoir les trajets pour aller le chercher. Donc j'ai fait les deux et ensuite j'ai dû choisir. et comme on m'a proposé le poste de responsable de la logistique, j'ai sauté et maintenant je serais incapable de partir de la logistique, c'est mon petit bébé. Ouais. Comment on ouvre une autre antenne? C'est-à-dire que est-ce qu'on va chercher des étudiants j'imagine qu'on va chercher des étudiants qui sont sur place, donc Angers par exemple, vous les contactez directement, il y a des gens qui vous contactent, qui vous disent je suis chaud pour faire créer une antenne de copains. Ça il y en a plein, mais en règle générale en fait c'est ce qui s'est passé à peu près à chaque fois pour l'instant, c'est que l'avantage des bénévoles c'est qu'ils bougent dans l'espace national on va dire, et que du coup on a des gens qui étaient étudiants à Paris qui cette année sont étudiants ailleurs ou l'année dernière, et du coup ça fait une première personne qui du coup peut passer le message dans les boucles universitaires autour d'elle, donc on crée des gens, et en fait on s'est rendu compte surtout à Marseille que c'était souvent des bénéficiaires qui devenaient bénévoles. Ok. On a beaucoup ça à Paris, mais à Marseille, c'était encore plus flagrant. Des bénéficiaires qui, du coup, sont au courant du projet grâce à ça, voient que c'est sympa et tout, et du coup, deviennent bénévoles. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens engagés dans Copain, donc ça fait toujours plaisir. Mais ça veut dire aussi que c'est pas une très bonne nouvelle parce que la précarité a grandi, parce que les gens ont besoin de plus en plus. Est-ce que des fois, t'as pas l'impression que, en fait, t'avances, enfin, tu fais un pas et tu recules de 10 parce que tu vois que il y a plein de gens qui sont constamment dans le besoin. En fait, au début, on s'est dit, il y a de la précarité parce que c'est le Covid. Donc, il y a de la précarité parce que les gens sont coupés de leur famille, sont coupés de leurs relations sociales, donc précarité psychologique, tout ça. Ils ont perdu leur job étudiant parce que la plupart des jobs étudiants, ils travaillaient dans des bars, dans des trucs comme ça a fermé, dans des fast-food, dans des trucs comme ça, donc ils ont perdu leur job étudiant. Après, on s'est dit, c'est la période, les gens ils sont malades, tout ça. Enfin, bref, on s'est dit que c'était la période qui causait cette précarité. Et en fait, le Covid a pris fin et on s'est rendu compte que certes, il y en a qui ont retrouvé des jobs et tant mieux, et ils sont sortis de la précarité, ou en tout cas ça va mieux. Mais il y en a toujours qui peuvent pas accéder à des jobs. Je parle principalement des étudiants étrangers qui ont du coup pas le droit de travailler, donc en plus souvent ils viennent on a un bénéficiaire qui avait extrêmement bien expliqué ça dans une interview, c'est-à-dire que lui il vient d'un pays où la monnaie elle vaut rien en France. Donc même si dans son pays il s'en sort, dès qu'il arrive en France, il est considéré comme dans un état de précarité, et les parents ils peuvent pas forcément aider, et voilà. Et quand tu peux pas travailler, t'as pas de source de revenus, t'as pas le droit aux aides, t'as pas le droit à la bourse, tout ça. Enfin, du coup, en fait, ces gens-là, ils seront dans la précarité quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle. Et puis alors là, avec l'inflation et tout ça, c'est reparti pour un tour. En fait. Est-ce que justement, t'as senti plus de précarité au moment du Covid, ou est-ce que tu l'as senti baisser, ou vraiment elle est restée en fait et elle est même montée plus maintenant? En fait, j'arrive pas à savoir, dans le sens où on est de plus en plus aussi connu par les bénéficiaires, et c'est notre objectif parce qu'on veut aider le plus de monde possible. Donc je sais pas si c'est ça, si les gens ont de moins en moins honte aussi d'en bénéficier, parce qu'il y a cette question-là aussi de est-ce que t'es prêt à aller faire la queue pour une distribution alimentaire, sachant que on l'affiche un peu. Enfin, nous, on a souvent un kakémono à l'entrée en disant, association, distribution alimentaire. Mais pourquoi les gens auraient honte du coup? Comment tu peux l'interpréter ça? Parce que je pense que c'est comme les familles qui vont au Resto du Cœur. Tu préférais te payer tes courses, choisir ce que tu veux et tout ça, alors qu'ils devraient pas avoir honte. Enfin, à aucun moment ils doivent forcément avoir les moyens de payer leurs études. Enfin, souvent ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de la famille, de tout ça. Et même c'est pas une. Enfin. L'objectif c'est pas de faire culpabiliser les familles non plus, quoi. Enfin, s'ils ont pas les moyens, c'est que, enfin voilà, il y a un souci, il y a un souci quelque part. Et en fait, moi je le vois bien que le souci c'est souvent dans la bourse, c'est-à-dire que c'est des gens qui soit sont en rupture familiale avec leur famille, donc comme les bourses elles sont calculées sur ça, oui les parents ils gagnent bien mais ils donnent zéro, donc forcément la personne n'a pas le droit à une bourse mais elle est dans une précarité. Pareil, les parents gagnent 100 € de trop par an pour toucher une bourse. C'est ridicule. Enfin, la personne elle est quand même dans une précarité, c'est pas 100 € par an qui vont changer quelque chose, quoi. Bien sûr. Donc la précarité, je pense que j'arriverai pas à dire si elle est plus forte maintenant. Elle a jamais baissé.
Ça, c'est sûr. On a toujours eu plus de demandes. Après, on y répond mieux aussi. Donc, du coup, c'est moins la course à l'inscription, tout ça. Mais nos distributions sont toujours remplies. Ça, c'est clair. C'est vraiment la suite de cette question. Mais c'est justement, quand t'as un moment de gros down, est-ce que tu te dis pas, mais putain, en fait, ça sert à rien, ça restera toujours pareil et ça, ça bougera pas, genre. Non, je me dis pas ça. Non. Parce que... Non, parce que je me dis que on fait tout ce qu'il faut pour. Enfin, je suis tellement fière de ce qu'on fait et de tous les projets qu'on met en œuvre et de l'écoute qu'on a de plus en plus aussi, le fait on a beaucoup de rendez-vous avec le ministère, on est entendu, on est écouté, les médias, les facs, le Crous, on a des rendez-vous avec le Crous, enfin voilà, on nous entend et on fait avancer les choses. Je le sais, donc non, il y a pas de ce sentiment-là. Donc Copain prend pas parti en tout cas en termes politiques, mais pourtant vous faites quand même vous allez quand même aux conseils municipaux de certaines villes, vous essayez de vous faire entendre un maximum. Comment on fait justement pour pas prendre parti et en même temps dire ce qui se passe sur le terrain, qui a forcément un côté politique là-dedans? Déjà, notre objectif, c'est de faire avancer les choses. Donc, avoir un discours politique, je pense que ça nous mettrait juste des bâtons dans les roues. Nous, on apporte des données concrètes, des études concrètes, des points de vue qui sont détaillés, avec des exemples. On peut leur montrer des mails de personnes qui nous envoient des situations d'une précarité folle. Enfin, on a une crédibilité. Donc après, juste, on met le doigt de où ça va pas. Après, on n'a pas forcément la solution de comment améliorer. Nous, juste, on met le doigt sur quelque chose et on leur dit, écoutez-nous et prenez-le en compte et surtout, faites quelque chose. D'ailleurs, là, récemment, il y a 10 millions d'euros qui vont être donnés à des associations comme nous qui distribuent aux étudiants dans le besoin. Donc il y a quelque chose qui sont faites, mais on va pas assez loin et c'est pour ça qu'on parle à tous les l'échiquier politique qui veut bien nous entendre, encore une fois, ou en tout cas qui s'intéresse à la précarité étudiante, pour faire avancer les choses sans pour autant dire on soutient cela. C'est-à-dire que la moindre personne qui peut aider à faire avancer le combat, on la prend. Mais à aucun moment on veut faire de la pub à des gens comme ça, c'est pas l'objectif, et à aucun moment l'objectif aussi pour nous, c'est d'avoir des fonds pour avancer dans notre action. Donc, si on se met à dos des partenaires étatiques, c'est compliqué aussi, quoi. Aujourd'hui, Copain a besoin de quoi? On a besoin d'entreprises qui ne savent pas quoi faire de leurs dons et qui veulent que soit nous les livrer, de préférence, soit qu'on vienne les chercher. On a besoin de bénévoles, on a besoin de gens sur le terrain parce que t'as 1 heure par semaine à donner, c'est super. Si chacun avait 1 heure à donner, nous on roulerait encore mieux. Tu es dans une ville où un projet s'implante, on a besoin de toi encore plus. On a besoin de dons financiers parce que ça coûte cher, c'est tout bête, mais à chaque distribution, on a besoin de gants pour distribuer des fruits et légumes parce qu'on fait ça avec hygiène. Les gants, ça coûte cher. Bien sûr. On fait des trajets, donc on essaie de se tourner vers l'électrique de plus en plus, mais l'électricité, ça coûte cher, l'essence, ça coûte cher. Donc on a besoin d'argent. Et puis on a besoin d'être entendu et qu'il y ait de moins en fait, je le dis à chaque interview, donc je vais le dire là, mais l'objectif, c'est qu'un jour on disparaisse. Ouais. C'est qu'un jour on n'ait plus besoin de nous. On aura un autre projet à faire à ce moment-là, vous inquiétez pas, donc on créera autre chose. Mais on trouvera un emploi pour les CDI qui est là. C'est ça. c'est ça. On fera des activités. Par exemple, on organisera des petits repas tous ensemble. Comment on fait pour être une asso qui se veut éthique et en même temps, tu vois, qui doit gérer ses trajets d'essence, je sais pas, distribuer aux plus précaires, mais comment on gère qui est le plus précaire? Ça se trouve finalement, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un qui est pas forcément étudiant mais qui a besoin d'aide. Comment on fait tout ça? Depuis le début, on a une démarche verte parce que c'est dans notre ADN. Dès le début, on a dit qu'on distribuerait des invendus. Donc déjà, distribuer des invendus, c'est une forme de démarche écologique. Ensuite, par exemple, on a investi dans un vélo cargo pour faire des petits trajets quand on n'a pas des grandes quantités. Pour expliquer aux gens peut-être qui connaissent pas, vélo cargo, parce que c'est pas avec un vélo avec un gros coffre dans lequel on peut
environ mettre l'équivalent d'une personne, quoi. Et alors vous mettez des personnes non, d'accord. Non, c'est pour transporter des denrées ou alors du petit matériel qu'on a besoin d'un endroit à un autre. On a plein de petites démarches comme ça. Par exemple, là, on a investi dans des petits sacs en jute réutilisables pour pouvoir justement qui ramènent pour leurs fruits et légumes à chaque fois. À une époque, on faisait notre propre sac. Maintenant, on considère que tout le monde a eu à peu près un sac, donc on leur demande de les ramener. Il y a plein de démarches comme ça qu'on essaye de faire le plus écologique possible. On essaye, moi, je sais qu'à la logistique, j'essaye de rentabiliser rien qu'en temps, mais du coup aussi écologiquement les trajets pour que ce soit logique. On aille d'un point, quand on va à un point B, on fait les trucs qui sont dans le coin et on n'y retourne pas 14 fois. Enfin voilà. Et puis surtout là, on a eu la chance d'avoir des subventions pour acheter des nouveaux véhicules qui sont que électriques. Ok. Voilà. Ouais, donc ça c'est trop bien. Ouais. Non mais c'est vraiment l'ADN. On essaye de rien jeter, même si comme c'est des denrées qui sont très vite périssables, on essaye de. Je sais que le stock, ils prennent en compte les dates de péremption et du coup ils distribuent les trucs les plus à privilégier. Enfin, il y a plein de trucs qui sont faits pour une démarche plus écolo, quoi. Mais justement, comment ça se passe ça? Parce que je me souviens qu'à une époque, les magasins avaient pas le droit de filer leurs non vendus. Ça a changé pour le coup. Il y a eu une loi il y a quelques années maintenant quand même, où justement ils ont une déduction d'impôt qui est très contrôlée. C'est-à-dire que en gros, si par exemple on jette un truc dans leur poubelle et c'était dans leur avis d'imposition de don, il peut y avoir un contrôleur qui passe et ils leur disent pourquoi vous jetez des denrées qui sont dites données. Oui. Donc voilà. Donc non, sur ça maintenant pour le coup la loi a été en termes de développement durable, c'est pas mal. Ok. Et ça incite surtout. C'est incitatif. Aujourd'hui, Copain, ils tendent à quoi? C'est-à-dire que où est-ce que ça va ce projet? Donc il y a plusieurs antennes qui vont être ouvertes. L'objectif, c'est de les multiplier, d'être partout sur le territoire et de même essayer d'aller dans les villes les plus petites où il y aurait pas forcément une antenne, mais en tout cas qu'on y passe parce qu'il y a une petite école à cet endroit-là et que juste passer une fois par mois, ça suffit. Voilà, l'objectif, c'est d'ouvrir partout parce que la précarité, elle est partout. Elle est principalement à Paris parce qu'il y a un autre facteur qui est celui du loyer qui est exceptionnel à Paris, qui est pas forcément le même ailleurs, mais les problématiques, elles sont les mêmes partout et il y a des étudiants partout et donc on veut être partout. D'accord. Est-ce que l'envie, tu parlais aussi de conquérir le monde, conquérir le monde. Bien sûr. Non, mais d'ouvrir par exemple dans les pays francophones, tu vois. L'objectif déjà, c'est les dom-toms. Parce que ça, c'est quand même une grosse étape pour nous. Enfin, là, pour l'instant, on fait que des trajets en train, donc ça va. Pour l'instant, c'est métropolitain. C'est faisable, mais un jour, on espère surtout que la précarité là-bas est encore plus importante. Mais oui, je pense que après, le problème, c'est qu'on travaille avec beaucoup de partenaires institutionnels, donc nationaux, et du coup, forcément, je pense qu'ils privilégient toujours les grosses villes. Mais je pense qu'un jour, le modèle Copain inspirera peut-être d'autres gens dans d'autres coins du monde. Voilà. Après, ça dépend aussi du système étudiant de chacun. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, ils ont peut-être pas les mêmes réflexes de solidarité qu'on a en France. Bien sûr. Donc... Est-ce que le but, c'est de rester toujours d'être des étudiants qui parlent aux étudiants? Ou est-ce que le but, c'est aussi d'être des étudiants et d'aider toute personne en précarité? Non, l'objectif c'est je pense que c'est vraiment mon avis, mais je pense que le mieux c'est de se cantonner à cet objectif-là. Il est déjà largement énorme que si on doit après on a déjà eu des gens des SDF qui arrivaient à la fin de notre distrib et qui nous disaient est-ce que vous avez pas quelque chose pour moi? Évidemment qu'on donne, enfin la question elle se pose même pas. Et puis même des fois on élargit à des jeunes qui sont plus ou moins en études. Enfin, par exemple à chaque distribution étudiante on demande la carte étudiante parce que nous c'est le seul truc qu'on demande. On demande pas de revenus, de choses comme ça. On demande est-ce que tu t'es inscrit? Pas du tout. Est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que tu as une carte étudiante, un certificat de scolarité, d'inscription scolaire? Moi quand la personne me dit j'ai qu'un certificat d'inscription ou de paiement de la CVEC machin, oui très bien. Enfin j'ai pas Et puis dans les bénévoles, pour le coup, on a principalement des étudiants, mais plus généralement, on a des jeunes. Par exemple, souvent, on a des étudiants qui rentrent sur le marché du travail, ou encore, même à l'inverse, des lycéens, quoi. Et puis moi, je suis très contente que ce soit ce cadre-là, parce que du coup, on n'a pas de conseil de « oui, moi, j'ai déjà fait ça, comme ça, ce serait mieux que tu fasses comme ça ». Non. En fait, moi, pour te dire, à la logistique, j'ai recréé après, quand j'ai récupéré le pôle avec Macro Expo et avec Bérangère, j'ai recréé tous les procédés
comme moi je le voyais, moi qui ai jamais fait de logistique de ma vie, qui savais pas à quoi ça ce que c'était, les véhicules, enfin j'ai mon permis, mais ouvrir un capot, voilà quoi. Ça s'arrête là. C'est parler de modèles de véhicules, de charges, machin, j'étais là, oulala. Ah ouais. Mais donc j'ai tout appris toute seule, j'ai tout créé toute seule à ma sauce, enfin en tout cas à ma sauce avec mes correspos, parce que j'ai changé de correspo entre temps. Donc on fait selon nos envies et voilà quoi. Comment vous formez justement les gens? Toi tu t'es formée toute seule, mais est-ce qu'il y a des gens, des formateurs qui vont former, je sais pas, sur la conduite d'un véhicule particulier, de la chaîne du froid par exemple, respecter la chaîne du froid, j'imagine que ça a été un peu étudié. Ouais, alors on a différents types de missions du coup de terrain. Donc par exemple les pilotes. Les pilotes, c'est ceux qui font des trajets, qui conduisent nos véhicules. Évidemment, les gens ne connaissent pas forcément comment conduire un utilitaire parce que nous on a que des utilitaires, et aussi ils connaissent pas forcément tous nos lieux de distribution parce que on en a de plus en plus. Ouais. Surtout quand tu viens de rentrer dans l'assaut et tout ça. Et du coup, nous on a des gens de mon pôle, de la logistique, qui s'occupent justement de former la personne sur où est-ce que tu trouves les clés, les boîtes machin, le stock, comment tu ouvres la grille du portail, comment tu conduis le véhicule, est-ce qu'il y a des caméras arrière, machin. Et puis nous-mêmes, on fait des formations en règle plus générale à plusieurs, machin. Pareil, il y a des référents de distribution, c'est-à-dire c'est celui qui va gérer une distribution tel jour, qui va être le chef, mais alors avec des grosses guillemets quoi. Et du coup pareil, il est formé à réflexe de sécurité, réflexe de chaîne du froid, enfin voilà, on essaye de former, mais entre nous. Et après quand on change de pôle, quand on est amené à partir de l'association, souvent on forme le suivant. Ok, ah ça c'est cool. En fait c'est une passation. Oui, bah ça a été le cas par exemple au bureau qui a changé là entre les 2 années. C'est le cas dès que la personne part en bon terme du pôle. D'accord. Voilà. Ok. Ce sera mon cas quand je laisserai ma place, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais justement, on vient un peu à ton bilan, à toi, ce que tu ressens au sein de l'asso. Toi, t'es là depuis le début de l'asso, donc tu l'as vu grandir et tout. Genre c'est un projet incroyable, sachant que en plus t'étais pas à l'initiative vraiment du truc et tu t'es fait embarquer. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi là-dedans? Énormément de choses. Déjà, moi du coup, je suis rentrée parce qu'il y avait un pote qui était là, je suis rentrée avec mes copines en me disant bah voilà, ce sera une occasion de faire un truc tous ensemble, cool. D'avoir un projet, de se voir pendant le Covid. De se voir, voilà. Et au début vraiment, c'était j'ouvrais une fois par semaine, machin, je faisais ce qu'on m'avait demandé, mais pas plus que ça. Et en fait, petit à petit, je suis rentrée dans une équipe quoi, dans une famille. On est une famille maintenant. C'est des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de croiser parce que pareil, on n'a pas le même cursus scolaire, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, on n'a pas les mêmes pensées politiques, on est hyper différents et on a un seul projet qui nous rassemble. Donc ça m'a fait un réseau de fous, ça m'a fait des copains exceptionnels, c'est le cas de le dire. Et puis en termes de professionnalisation, à un moment, je me suis demandé est-ce que je changerais pas d'études pour faire de la logistique quoi. Ah ouais. Ouais. Et alors? Non, non, mais en fait, le vrai problème, c'est que je suis pas prête à reprendre des études à zéro, quoi. Ça fait déjà ma 6e année que j'entame, ça commence à être un peu long. Enfin voilà, il y a des vraies questions qui se sont posées de est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie, est-ce que c'est pas de l'associatif que j'ai envie de faire dans ma vie, et puis ça m'a apporté de la reconnaissance, aussi des pleurs et de la fatigue, hein, qu'on se le dise, c'est aussi beaucoup ça. Il y a des soirs où je suis rentrée, j'ai passé ma journée à copain, j'ai sacrifié ma soirée, j'aurais pu aller voir des potes machin, mais en fait j'ai aidé des gens, j'ai rejoint une communauté, j'ai trouvé des amis, enfin ça m'a, et encore plus pendant le Covid où vraiment c'était je pense que c'est ça qui nous a rapprochés aussi, ceux qui étaient là pendant le Covid, de fou. Ça a créé une petite équipe, quoi. Justement, on parle là c'est un peu tes points positifs, mais justement les points négatifs, parce que j'imagine que bah oui, tout n'est pas rose, forcément d'un seul coup t'as des complications et tout. Est-ce que t'as des points négatifs à relever de toute cette expérience? Point négatif, ça va être plus la question que tu m'as posée tout à l'heure de comment concilier avec les études. Avec ses études. C'est-à-dire que
Moi, du coup, je fais un poste qui demande de l'urgence, d'être disponible régulièrement, et c'est beaucoup de charge mentale. Donc moi, la charge mentale, je l'ai acceptée. Il y en a qui le vivent très mal, faut le dire. Moi, j'adore ça. J'adore avoir le cerveau qui va exploser, être sur tous les fronts, devoir appeler. L'autre jour, par exemple, j'ai failli envoyer ma fiche d'appel en demandant au trésorier de copain, tu veux pas me payer mon service d'abonnement téléphonique parce qu'en fait, je passe des appels que pour copains. Donc enfin voilà quoi. Mais forcément, c'est beaucoup de gestion d'urgence. Donc par exemple, l'autre jour, ma salariée s'est fait voler toutes ses affaires dans le véhicule. Donc c'est gérer ça. Trop bien. Leur désarroi qui est totalement compréhensible et tout ça. Voilà. C'est géré parce qu'il y a un accident, ils sont rentrés dans quelqu'un. Bon, c'est géré. Le local est fermé, il y a pas la clé. Bon, comment on fait? Donc c'est beaucoup de temps passé. Et des fois tu te dis est-ce qu'en fait j'ai la reconnaissance que je devrais avoir, est-ce que je devrais pas avoir plus de droits, plus d'avantages, qu'on me mette que moi en avant parce que mais en fait non, parce qu'en fait on fait tous des trucs qui sont utiles à l'association, en fait tous on apporte notre pierre et en fait on se rend compte que s'il y en a un qui disparaît, l'association elle disparaît en fait. Et du coup se sentir utile voire indispensable à certains moments, ça procure un sentiment qui est très agréable, mais en termes de temps passé, de sacrifices de soirée, de sacrifices de travail. Là, pendant 2 semaines, là, on a eu 2 grosses semaines de gros rush. Moi, j'ai concours blanc tous les samedis après-midi. Là, le dernier concours blanc, je me suis dit, ça s'est senti. J'ai pas travaillé depuis 2 semaines, voilà. Je sais. Ça a été quoi le plus gros défi que t'as eu à faire sur ta vie associative, là, depuis 2020? Oula! Il y a eu des déménagements, ça c'était pas mal. D'un local à un autre. Il y a eu aller chercher des petits pois dans le nord de la France, rester embourbé dans un chemin de terre, devoir creuser la terre à la main pour pouvoir en sortir. Ça a été pas mal, ça c'était pas mal. Mais en fait, je crée des histoires. Enfin, je crée. La vie dans cette association fait que ça crée des histoires tous les jours. En fait, tous les jours ils m'inventent quelque chose, donc. Je pourrais en sortir des centaines, des histoires. Il n'y a pas eu de... Chaque semaine est un défi. Ok. Chaque semaine. D'accord. Tu te vois où dans 2-3 ans dans cette association ou ailleurs d'ailleurs, ça se trouve le milieu associatif tu kiffes et juste t'as envie d'aller ailleurs pour voir ce qui se passe sur une autre association? Moi je suis très 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 attachée à l'association et plus généralement à la logistique. C'est mon bébé et j'y suis accrochée comme ça. J'ai très très peur du moment où ça va s'arrêter. Je sais que ça va s'arrêter parce que du coup c'est une association étudiante, que j'espère là pour le coup qu'un jour mes études vont se finir. Normalement j'en suis, comme je prépare l'école de la magistrature, je suis encore étudiante au minimum. Croisez les doigts pour moi si je réussis le concours, encore 2 ans. Les doigts sont croisés. C'est ça, encore 3 ans si c'est pas du premier coup. Donc j'espère rester encore un petit bout de temps. Moi j'adore ce que je fais, mais l'avantage c'est que en fait même si on se plaît dans la logistique, si demain j'ai envie d'aller à la culture, je peux aller à la culture. Ouais. Si demain j'ai envie de faire un truc qui a rien à voir et juste voir un autre aspect de copain, c'est bien aussi. Mais la logistique, ce qui est bien, c'est que c'est transversal, donc je vois à peu près tout ce qui se passe dans cet asso. J'ai très très peur du jour où il faudrait que je parte. Est-ce que tu peux rester en tant qu'ancienne ou des trucs comme ça? Il y a pas ce truc-là ce qu'on appelle un conseil de surveillance où c'est justement des membres assez éminents de l'association qui ont marqué l'association, dont des fondateurs par exemple qui ont quitté l'asso parce qu'ils sont plus étudiants ou parce qu'ils ont voulu faire autre chose dans leur vie étudiante. Et qui conseille un peu l'association, qui a aussi un peu un rôle dans tout ce qui est lutte contre le harcèlement et tout comme ça, parce qu'on est hyper vigilant sur ça au sein de l'asso, et qui donne un peu leur avis extérieur de loin de comment ça se passe dans l'asso, voilà. Donc après c'est l'objectif à terme pour moi objectivement, mais j'espère que ce sera le plus tard possible. Bien sûr. Est-ce que tu sais c'est quoi par exemple vous dites que vous faites des plaidoyers? C'est quoi le prochain plaidoyer là à venir? Le plaidoyer c'est assez régulier parce que c'est par exemple aller parler au ministère quand on a des rendez-vous avec eux. C'est on a déjà été interviewé au Sénat sur la question de la précarité étudiante. Là récemment on a été interrogé par Louis Boyard sur la question de la précarité étudiante là à l'Assemblée.
C'est la précarité en règle générale et que les pouvoirs publics fassent plus de choses. Okay. Donc après, on porte en fonction de quel est notre interlocuteur et quelle est sa marge de manœuvre à elle. Est-ce que vous pouvez faire plus d'aide? Est-ce que vous pouvez avancer sur les bourses? Enfin voilà. Mais non, on n'a pas de points précis. On veut tout faire. Ok. Alors on arrive à la fin, mais je voulais savoir. Où est-ce qu'on peut retrouver Copain si déjà on est dans le besoin, puisqu'on des gens qui sont dans le besoin peuvent écouter aussi. N'hésitez vraiment pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans le besoin là maintenant? Se rendre sur le site. Vous tapez Copain, COP1 sur internet. Vous allez tomber. On est les premiers référencés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous allez avoir les liens pareils pour vous inscrire, que ce soit en tant que bénévole, en tant que bénéficiaire. Vraiment n'hésitez pas, et surtout on est super actifs sur les messages, sur les mails, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des mails en DM. Même si vous avez des questions. Si vous avez des questions, si vous êtes des partenaires, si vous êtes des journalistes, on répond à tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas. Puis sinon venez nous voir sur le terrain. Parce que si vous voulez juste voir comment se passe une distribution, on a déjà des étudiants comme ça qui ont fait qu'est-ce que vous faites? On fait une distribution, venez, vous distribuez avec nous et puis vous voyez ce que c'est, quoi. Ok. C'est où les prochaines distributions? Donc on a des distributions alimentaires dans le 17e, 16 rue Guillaume Tell. Ça, c'est le mardi soir. Ok. On a les distributions alimentaires, ce qu'on appelle nous Express, c'est le mercredi soir à Sancier, c'est 19 rue de Santeuil. C'est quoi Express comparé à Express, c'est-à-dire qu'on a moins de produits. Ok. C'est plus par exemple des fruits et légumes et du frais. Okay. Plus que des produits secs. Mais il y en a en plus grande quantité, enfin voilà. Ensuite, on a les distributions classiques, le jeudi et le vendredi soir à la MI 50 rue des Tournelles, et le samedi après-midi, 24 quai d'Austerlitz aux Amarres. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pour recevoir un panier, il faut s'inscrire, mais si vous voulez juste être bénévole et voir comment ça se passe, si vous voulez être journaliste et voir comment ça se passe, n'hésitez pas. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier truc à dire sur essayer de convaincre les gens de venir participer? Venez parce que c'est une expérience extraordinaire humainement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion ni de voir dans le monde professionnel parce qu'il y a une question de hiérarchie, il y a une question de pas le même âge, tout ça, ni dans le monde universitaire parce qu'on est un peu tous pas les uns contre les autres, mais il n'y a pas forcément une solidarité ou des choses comme ça. T'es dans un grand amphi à écouter et en fait on se parle pas trop. Et puis surtout, moi ça m'a fait une ouverture d'esprit vers autre chose, vers d'autres problématiques, et surtout je fais de la logistique. Enfin, quand je sors de mon cours de droit, de ficher le concubinage et le mariage et le machin, je fais des tableaux logistiques qui ont rien à voir, donc je m'aère l'esprit, je découvre plein d'autres choses. Ouais. Enfin, je m'ouvre à d'autres choses, d'autres capacités. Enfin, c'est tout bête, mais sur le CV, ça claque de faire partir de Copain. Enfin, il y a des gens qui sont arrivés à Copain en se disant c'est trop bien, je vais pouvoir mettre sur le CV. Et au final, ils passent 50 heures par semaine. Donc, ça peut commencer comme ça aussi. Et du coup, enfin, ça apporte tellement de choses. Et puis juste une expérience. Et puis même un truc tout bête, mais genre, je sais pas, vous aimez conduire, venez conduire à Copain. Enfin, vous allez rentabiliser votre passion et en même temps. Vous allez aider des gens, quoi. Sans faire des drifts avec le van. Oui, alors, dans la limite du raisonnable. Faire des accidents, s'il vous plaît. Je rajouterais, dernière petite question quand même, mais tu vois, on parle beaucoup travailler pour Copain, 50 heures chez Copain, etc. Mais si les gens ont que 2 heures à promouvoir dans la semaine, c'est OK. C'est ça. En fait, on a des créneaux de tous les amplitudes horaires possibles. Tu peux t'inscrire à 1, 2, 3, 4 créneaux si t'as toute la journée. Tu peux sauter une semaine aussi. Tu peux sauter une semaine. On voit bien, par exemple, les semaines d'examen, c'est un peu plus dur de trouver des bénévoles. Mais l'avantage, c'est que chaque fac a ses créneaux d'examen différents, donc ça nous aide. Et puis, c'est tout bête, mais si tu veux venir faire 2 heures par semaine, t'as envie de voir un pote, vous voulez faire une activité ensemble, venez, quoi. Et puis, vous allez vous faire d'autres potes. Et puis après, on va toujours boire un verre après. Partie du principe que de toute façon, après, on va boire de l'alcool ou un verre. Donc, ce sera sympa. Je suis convaincu, personnellement. Ok, top. Et Olivia, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton parcours, mais aussi de Copain. J'espère que tu as passé un bon moment, quand même. Clairement. Ça a été bien? Clairement. Trop bien. Je vais pouvoir partir faire ma réunion de logistique. Let's go. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, ceux qui nous écoutent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une de vos plus belles critiques. Ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai créé un compte @qu'est-ce que tu vas faire, mais aussi un compte Insta, donc Twitter et Insta que vous pouvez suivre pour voir tout ce qu'on relaye, notamment Copain, puisqu'on va mettre la
l'assaut en avant. Génial. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. On se dit à la semaine prochaine puisque ce concept va rester tout le mois de décembre pour découvrir de nouvelles associations. En tout cas, j'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très vite pour un prochain épisode. Salut. Au revoir. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes sympas et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, je récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.